Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour cette vidéo spéciale, vraiment très spéciale, puisque ça ne sera pas un point de marché. Je vais vous parler de ma vocation. Alors, j'en avais un petit peu parlé dans mon dernier point de marché, mais là, ça y est, c'est le cœur. Après des années, des mois et des années de réflexion, bah, je vais vous partager avec vous la, la manière dont, à mon niveau, hein, à mon humble niveau, je peux apporter quelque chose à la société. Alors, ça faisait évidemment du temps, ça faisait beaucoup de temps où je réfléchissais. Donc, évidemment, je vais vous faire part un petit peu de ma réflexion et rester jusqu'au bout. Alors, commencer par une petite histoire, même si certains peut-être ont une idée de mon projet, d'un projet social, hein, bien évidemment. Alors, il y a 8 ans de cela, en fait, je rentrais du travail un soir d'été et en prenant un chemin différent de celui que je prenais habituellement, bah, j'ai fait un détour qui m'a amené à l'aire de jeu de mon village qui a été réaménagé de fond en comble. Piste de skate, terrain de basket, terrain de hand, terrain de foot, terrain de volley, baby-foot, ping-pong, etc., etc. Et là, je me suis dit, waouh, waouh, enfin, l'aire de jeu, elle est vraiment géniale, les familles venaient, enfin, c'était vraiment super. Du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui a fait ça? Et donc, du coup, bah, j'ai mené ma petite enquête et j'ai appris parmi des personnes, que parmi les personnes qui ont effectué ce gros travail, il y avait un ancien détenu qui a fait de la prison, qui a énormément œuvré. En fait, dans le cadre de sa remise de peine, il a suivi une formation en prison pour faire des travaux de paysagiste et a travaillé sur ce chantier. Il a énormément travaillé sur ce chantier. Et donc du coup, bah, j'ai été vraiment très, très ému, parce que bon, moi je connaissais rien, enfin voilà, comme 99 d'entre vous, je connais pas grand-chose à l'univers carcéral dans les prisons. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, quand vous êtes en prison, alors à part, voilà, si vous avez commis des crimes, des viols, des meurtres avec préméditation, mais l'écrasante majorité des gens qui sont en prison, c'est pour des petits délits, parfois des braquages, enfin, c'est pas forcément un petit délit, mais des choses qui n'ont pas entraîné mort d'homme, par exemple, qui n'ont pas eu de meurtre. Et il y a tout un tas, hein, de remises de peine, des travaux d'intérêt généraux, des reconversions qui permettent justement aux détenus de pouvoir ne purger que la moitié, le tiers ou le quart de sa peine. Et donc là, en fait, voilà, j'ai appris que bah, enfin, voilà, quelqu'un qui avait fait, voilà, fait des choses pas forcément très catholiques, entre guillemets, qui était derrière les barreaux et qui s'est reconverti. Et là, j'ai eu un choc. En fait, j'ai eu un choc parce que j'ai réalisé que, en fait, il n'y a pas de lien entre le niveau de rémunération et l'utilité sociale. C'est-à-dire que vous pouvez très très bien, alors ça va paraître évident pour un grand nombre d'entre vous, mais moi, alors à l'époque, c'était en 2015, ça a été un choc parce que j'étais persuadé, comme beaucoup, que en fait, plus vous gagnez de l'argent, plus vous êtes utile socialement et moins vous gagnez, enfin qu'il y avait un lien. Et là, en fait, j'ai réalisé que malgré tous mes diplômes et mes titres, bah, en fait, j'étais incapable d'expliquer simplement ce que je fais dans la vie. Alors qu'un ancien détenu, il peut facilement dire, bah regardez, moi, j'ai fait des bêtises, j'étais en prison, mais je me suis réorienté, j'ai appris un métier et je fais quelque chose qui se voit socialement, qui a une utilité sociale. Et le comble, me concernant, c'est que même mes propres filles âgées de 9 et 12 ans ne savent absolument pas ce que je fais dans la vie. C'est-à-dire que pour leur simplifier la tâche, encore aujourd'hui, je leur dis que je travaille dans une banque. Point. Parce que bon, si je vais dans le détail, de toute façon, personne ne comprend rien à ce que je fais et parfois moi-même, je me demande voilà, l'utilité sociale de la chose. Et donc, c'est à ce moment-là, début 2015, à l'approche de mes 40 ans, que j'ai commencé à sérieusement me poser la question, comment maximiser mon utilité sociale et non pas nécessairement ma rémunération. Parce que, évidemment, à un moment ou à un autre, on a tous envie d'être utile socialement. On a tous envie, on a tous un dessein à accomplir. La vie, ça ne peut pas juste se limiter à se lever, prendre le train, travailler, gagner de l'argent et tout claquer. Enfin, voilà, je veux dire, ça, c'est même les animaux, finalement, c'est ce qu'ils font. Bah, je me suis dit, mince, moi, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus utile à mes semblables? Et donc, du coup, bah, j'ai vraiment travaillé, j'ai fait un gros travail. On est en 2015, donc c'était quand même il y a 8 ans. Et donc, j'ai listé.
tous les métiers d'utilité sociale, donc aucun rapport nécessaire avec la rémunération. Donc, bah, évidemment, explorer les navigateurs, les astronautes, regardez Thomas Pasquet, les astrophysiciens, les chercheurs, ils ont une utilité sociale. Aujourd'hui, si je suis derrière un PC, si je vous fais cette conférence en ligne, c'est parce qu'il y a des chercheurs, il y a eu des gros cerveaux qui ont révolutionné le progrès humain et qui me permettent d'être devant vous en train de faire cette vidéo. Autre métier, bien évidemment, soigner, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. Protéger, la police, la gendarmerie, l'armée, les pompiers. Alimenter, si on mange aujourd'hui, si on découpe son steak haché, c'est parce que derrière, vous avez des chasseurs, des pêcheurs, des agriculteurs, des restaurateurs. Transporter, on le voit bien, lorsqu'on se déplace d'un point à un autre, alors à moins de prendre soi-même sa voiture, sinon, bah, vous prenez le train, l'avion, le bateau, chauffeur de taxi, Uber, etc. Donc vous avez tout un tas de métiers, de personnes qui facilitent grandement le transport des personnes d'un point A à un point B. Ensuite, enseigner, éduquer, les assistants maternels, les instituteurs, les professeurs, les maîtres de conférences. Donc, ces personnes-là, elles ont une énorme utilité sociale aussi parce que c'est grâce à elles, bah, aujourd'hui, toutes les connaissances que je partage avec vous, enfin, elles ne sont pas venues de moi. Il y a eu des professeurs, des personnes qui m'ont enseigné ce savoir. La lecture, l'écriture, c'est pas quelque chose qui vient comme ça du ciel. C'est que vous avez derrière toutes des équipes pédagogiques, des personnes qui sont dévouées au service d'apprendre, d'instruire autrui. Ensuite, autre métier très utile, construire. Les promoteurs, les architectes. Moi, je tourne ma vidéo, je ne suis pas en pleine nature, je ne suis pas en pleine forêt. Je vis dans un pavillon confortable qui est chauffé, etc. Mais derrière, vous avez eu un constructeur qui a fait tout ça. Réparer. hein. Les maçons, les plombiers, les menuisiers, les charpentiers, les chaudronniers, les électriciens, les mécaniciens et autres. J'ai sans doute oublié des professions. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est quelque chose, bah, lorsque vous avez une fuite d'eau ou n'importe quoi, bah, vous êtes bien content qu'il y ait un artisan qui vienne, qui fasse un diagnostic de ce qui ne va pas et qui répare. Nettoyer, embellir, les paysagistes, les techniciens de surface, celles ou ceux qu'on appelle les hommes ou les femmes de ménage. Ça, c'est pareil, c'est un métier qui est hyper, hyper utile socialement. On le voit, bah, par exemple, avec la grève des éboueurs à Paris, on voit bien que ça se voit et ça se sent. Les éboueurs font grève, ça se voit tout de suite. Alors que vous avez tout un tas de professions qui sont 10 fois mieux payées que éboueurs, ou 20 fois mieux payées qu'éboueurs, bah, ces gens-là, ils se mettent en grève, ça se voit à peine, ça se voit pas du tout. Moi, par exemple, bah, dans les métiers que j'ai occupés, bon, si je me mettais en grève, je pense que personne ne remarquerait que je suis pas là, quoi. Bon, autre profession importante, alors peut-être, on peut dire peut-être plus secondaire que les autres, distraire. Le tourisme, les sports, les sportifs, bon, ils ont aussi une certaine une utilité sociale. Quand la France a gagné la Coupe du Monde 1998 puis 2018, on a vu que ça a créé un élan, ça a créé du bonheur parmi les gens. Énormément de personnes étaient heureuses, étaient contentes. Ils ont leur utilité. Et enfin, encore dernier service, autonomiser. Alors là, on trouve des services très divers. On a tout ce qui est service aide à la personne, les personnes qui travaillent par exemple dans les EHPAD, les avocats, les notaires, les chasseurs de tête, les recruteurs et les conseillers en gestion de patrimoine. Donc tout ça, on est un petit peu dans des métiers qui sont très importants et qui permettent d'autonomiser la personne. Alors ça peut être soit une autonomie physique, comme les services d'aide à la personne, ça peut être une autonomie en matière de facilité à trouver un travail, de facilité à se défendre, comme les avocats, ou de facilité à gérer son argent, comme les conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, bah, je me suis dit, j'ai vraiment envie d'ouvrir, de créer une activité autour de l'un de ces thèmes. Et donc, bah, je les ai parcourus un à un. Alors, explorer, bon, voilà, Thomas Pasquet n'est pas Thomas Pasquet qui veut. Il faut être brillant, parce que, bah, voilà, il faut avoir une condition physique, ou alors il faut voilà, avoir des compétences techniques vraiment exceptionnelles, astrophysicien, voilà, là, c'est un niveau qui est hyper, hyper élevé. Et il faut aussi avoir un sens du sacrifice. Thomas Pasquet, par exemple, a choisi clairement, il le dit, de ne pas avoir d'enfant pour participer au voyage sur Mars. Parce que vous vous doutez bien que quand vous passez des mois et des mois en dehors de votre cocon,
c'est un énorme sacrifice que vous imposez à votre entourage. Et donc, par exemple, Thomas Pasquet a choisi de ne pas avoir d'enfant. Soigner, médecin, infirmier, aide-soignant. Alors moi, j'ai une peur bleue du sang, de tout ce qui touche au corps humain. Voilà, donc moi, quand ma fille se blesse, quand une de mes filles se blesse, c'est plus ma compagne qui va venir à la rescousse, parce que j'avoue, j'ai un peu de mal avec ça, hein. Protéger, police, gendarmerie, armée, pompiers, bah ça, c'est des métiers qui exigent une très bonne condition physique et une certaine jeunesse, hein. Je vais pas m'improviser pompier à 45 ans, hein. Alimenter, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, ça nécessite d'avoir énormément de capitaux, hein. Moi, j'ai grandi, hein, à la campagne, donc j'avais des voisins agriculteurs. Il faut être bien né, donc il faut avoir des capitaux et aussi une très bonne condition physique pour supporter une énorme charge de travail. Hein, moi, j'avais, oui, mes voisins agriculteurs, bah, dès l'enfance, ils montaient sur la moissonneuse-baseuse. C'est des boulots qui sont très physiques. Moi, j'ai pas forcément une condition physique exceptionnelle, et en plus, bah, effectivement, à 45 ans, vous êtes moins frais qu'à 20 ans. Transporter, conducteur d'avion, de train, de bateau, et cetera. Alors bon, pas de commentaire, j'ai raté le permis 5 fois, donc c'est déjà bien que j'arrive à me transporter moi-même. Heu, Enseigner, éduquer. Alors ça, c'est quelque chose de plausible car on m'a souvent prêté des qualités de pédagogue, hein. Néanmoins, il y a quand même des concours à passer, des gros concours à passer, notamment, l'agrégation ou le CAPES et passer un concours après 40 ans, c'est pas quelque chose d'aisé. Je vous envoie aux vidéos de Tammy Cavage, hein, qui en a parlé, hein, qui a passé l'agrégation, quand il était déjà plus très, très jeune et c'est très compliqué. Et puis, il y a un autre risque, c'est d'être affecté dans des zones, hein, où il faut davantage finalement faire preuve de fermeté, de discipline, que de pédagogie. Et moi, je pense que j'ai plus une qualité de pédagogue qu'une qualité de maintien de l'ordre. Construire, promoteur, architecte, donc là, il faut des diplômes précis, hein, de longues études. Et moi, honnêtement, en toute transparence, j'ai pas envie à 45 ans de repartir de zéro et de faire un bac plus 5 en architecture. Réparer, alors maçon, plombier, etc. Je pense que celles et ceux qui me suivent savent que les métiers manuels, c'est pas trop mon truc. J'ai deux mains gauches, hein, c'est pas là où je vais vraiment vous rendre le plus service. Nettoyer, embellir, hein, paysagiste, technicien surface. Donc là, il faut une très bonne condition physique. On le voit d'ailleurs, hein, qui sait qu'il y a beaucoup de personnes qui font grève pour défendre, contre la retraite à 64 ans. Ce sont des personnes qui ont des conditions de métier très très difficile, c'est très très dur, et moi je ne pense pas avoir cette condition physique. Il faut travailler en horaire décalé, et quand on a une famille, c'est un peu compliqué. Et puis, moi, honnêtement, il faut aussi avoir un très bon sens de l'orientation. Et moi, c'est vrai que parfois, le sens de l'orientation, la gauche, la droite, c'est voilà, c'est pas toujours ça. Distraire, là aussi, hein, distraire, tourisme, sport. Alors moi, évidemment, il faut une très bonne condition physique pour être sportif et puis l'âge, donc bon, pour moi, ça voilà, la question ne se pose pas, hein. Manque, il faut aussi une culture générale. Alors moi, j'ai pas forcément une très bonne culture, générale pour travailler dans le tourisme et puis il faut maîtriser plusieurs langues et moi, à part le français et l'anglais, alors l'anglais professionnel et l'anglais orienté finance, je ne maîtrise pas vraiment les langues étrangères. Non, pour moi, travailler dans le tourisme ou le sport, c'est un peu compliqué. Et il reste le dernier service, c'est l'autonomiser, hein, donc tout ce qui est service aide à la personne, avocat, chasse de tête, etc. Donc, un grand nombre, en fait, de services ainsi dessus exigent des qualifications précises et ou une vocation. Et en fait, deux services ont suscité mon intérêt. Le premier, c'était la chasse de tête. Donc, les personnes qui me connaissent, qui me suivent depuis quelque temps, j'ai déjà fait pas mal de chasse de tête. Donc, les qualités, il faut être un très bon relationnel et une expertise dans un domaine où il y a de la demande, employeur et des candidats. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démarré cette activité de chasse de tête le 1er août 2015. Et donc, l'objectif, c'était de mettre en relation des candidats du monde de la finance, de l'assurance et de l'informatique avec des entreprises. Pourquoi ces métiers-là? Parce que ce sont des métiers dans lesquels j'ai travaillé. Je suis informaticien de formation, j'ai ensuite fait un master de finance et j'ai passé mon diplôme d'actuaire en assurance. Évidemment, je ne vais pas mettre en relation des personnes qui travaillent dans les métiers manuels avec des entreprises. Il faut être crédible.
Le bilan a été intéressant puisque j'ai eu 10 entreprises clientes dans la banque, l'assurance, les cabinets de conseil et j'ai placé plus de 50 candidats entre 2015 et 2020. Donc cette activité a été passionnante car pour la première fois de ma vie, j'ai rendu service à des personnes physiques en les aidant à trouver un emploi ou une mission. Alors néanmoins, trois éléments un peu gênants m'ont amené à me reposer d'autres questions. En fait, premier élément, c'est que l'univers des personnes à qui je rends service est très restreint. Hein, les actuaires, la finance, l'informatique, c'est quand même un tout petit monde. Les candidats que j'aide à trouver un emploi, en réalité, n'ont pas besoin de mes services. Hein. Les secteurs de la finance, de l'informatique, de l'actuariat sont des secteurs très pénuriques. Finalement, de toute façon, les candidats, en réalité, bah, ils n'ont pas nécessairement besoin de moi. Je suis un facilitateur, oui, mais je ne vais pas changer leur vie à ces gens-là. Je ne vais pas changer leur vie. Je vais peut-être les aider à trouver une petite opportunité qu'ils auraient eu de toute manière via quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas quelque chose qui va changer la vie des gens. Parce que ce sont des secteurs où les gens, de toute façon, on les chasse hein, de toute manière. Hein. Et puis enfin, dernièrement, les recruteurs ont augmenté leur visibilité sur les réseaux et échangent directement avec les candidats sans réel besoin d'un intermédiaire. On voit de plus en plus d'entreprises qui, au sein de leur service RH, recrutent une, deux, trois personnes qui sont spécialisées sur les réseaux sociaux et qui vont finalement chasser les candidats directement. Et donc, du coup, bah, j'ai vu qu'au fil du temps, ma valeur ajoutée en fait, surtout sur des métiers pénuriques, tendait à diminuer. Et évidemment, hein, ça, on arrive vers la conclusion de cette vidéo. Le deuxième, la deuxième chose où je peux vraiment rendre service aux gens, c'est le conseil en création et gestion de patrimoine. Alors, pourquoi cette activité d'utilité sociale, elle est faite pour moi? Alors, comme vous le savez, je suis passionné par les marchés financiers et immobiliers. Ça, toutes mes vidéos, elles tournent autour de l'investissement. J'ai moi-même investi dans un grand nombre de classes d'actifs, allant de l'immobilier locatif, hein, Pinel, Robien, etc., aux actions, en passant par les SCPI, le private equity, le forex, les métaux précieux et autres. Je maîtrise très bien la fiscalité et je suis très rigoureux en matière de déclaration fiscale. J'ai été contrôlé suite à un investissement Pinel il y a quelques années. Donc j'ai un Pinel, hein, un investissement Pinel, et l'administration fiscale m'a même félicité pour la rigueur et dans mes calculs et la qualité des pièces jointes, des documents justificatifs joints. C'est rare en général. L'administration fiscale, en général, ils essayent de trouver ce qui ne va pas et de vous redresser. C'est normal, c'est le jeu. Bah moi, ils ont vraiment rien trouvé à dire. L'investissement locatif était très très bien mené, très bien déclaré. Tout était en règle, tout était carré. La seule petite remarque que j'ai eue de l'administration fiscale, ça va peut-être vous faire rire, c'était la manière de gérer quand il y avait des travaux. J'étais pas j'arrivais pas à évaluer la pertinence d'une facture d'un devis. Mais bon, ça vous connaissez, hein, voilà, les travaux, c'est pas trop mon truc. Alors évidemment, quand on fait un Pinel dans le neuf, il y a très peu de travaux. Donc de toute façon, ça ne pouvait pas donner lieu à un redressement. Vous achetez dans le neuf, vous n'allez pas avoir 100 000 euros de travaux. Mais les rares travaux qu'il y avait, les fuites d'eau, etc., bah, voilà, on voyait que je ne payais pas forcément le juste prix parce que bon, les travaux, c'est vraiment pas mon truc, quoi. J'ai passé 20 ans d'expérience à servir de grandes banques, de grandes compagnies d'assurance, des grandes fortunes, hein, dont les patrimoines s'élèvent à plus de 100 millions d'euros. J'ai développé des outils très sophistiqués de gestion de portefeuille que j'ai adaptés pour aider les particuliers à gérer leurs finances personnelles. Et donc ça, c'est vraiment un énorme atout. C'est que j'ai passé beaucoup de temps, hein, de 2015 à maintenant, à tous les outils que je faisais, que j'ai fait pour les grandes fortunes, pour les banques, pour les compagnies d'assurance, je les ai adaptés pour accompagner des particuliers. Et les premières personnes que j'ai accompagnées hein, avant de faire cette vidéo, bah, c'était des amis proches et des personnes de ma propre famille. Et donc, du coup, la question qui me travaille, pourquoi les 0,1% les plus riches ont-ils accès aux meilleurs conseillers financiers et fiscalistes alors que 99,9% de la population n'a même pas l'occasion de pouvoir avoir un échange sérieux avec un banquier qui connaît un minimum de choses en finance et immobilier. Et c'est là que j'ai un vrai rôle à jouer, un rôle social qui apporte une vraie valeur ajoutée à des femmes, des hommes
qui peuvent réaliser des rêves, des projets, pour peu qu'elles puissent être suivies par un conseiller financier sérieux et indépendant qui s'y connaît et qui souhaite passer du temps. Parce que là aussi, ça c'est important, il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Et moi, j'adore passer du temps avec des personnes, voilà, monsieur et madame tout le monde, à essayer d'expliquer simplement, mais de manière précise, ce qu'il est possible de faire avec son patrimoine. Et ça, en fait, voilà, il faut être très bon techniquement, mais il faut aussi être très bon pédagogue. Et c'est ça que j'aime bien dans la gestion de patrimoine, c'est qu'on retrouve un peu un côté professeur, parce qu'il faut quand même enseigner, il faut partager des connaissances, et en même temps un côté très technique, parce que derrière, on a des produits, on a des déclarations fiscales à faire. C'est pas un métier, voilà, c'est pas un métier de neuneu. Et donc, pourquoi maintenant? Pourquoi je vous en parle que maintenant? Alors que depuis 2015, la question me taraudait déjà à l'esprit. C'est parce que pour exercer ce métier, il faut satisfaire un grand nombre de conditions. Alors, il faut soit des diplômes de niveau bac plus 5, soit il faut avoir des certifications agréées par la Banque de France dans le domaine de l'assurance, le crédit, les investissements financiers et l'immobilier. Donc déjà, on a déjà un gros barrage à passer. Il faut des diplômes ou des certifications qui sont poussées et sanctionnées par des examens agréés par la Banque de France. Premier gros obstacle à franchir. Quand on est en double activité, hein, quand on a déjà un métier qui nous prend 9-10 heures par jour, c'est compliqué. Il faut un grand nombre de partenaires. Hein. Vous vous doutez bien que quand vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, les clients ne vont pas me donner l'argent à moi. Je ne vais pas leur envoyer un RIB, mais me donner l'argent à moi. Donc, il faut être accompagné par beaucoup de partenaires, des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés de gestion, des promoteurs immobiliers, des plateformes, des sociétés spécialisées en private equity, afin de pouvoir proposer aux clients des solutions adaptées. Hein. Souvent, ce que font beaucoup de conseillers, malheureusement, ils vont passer une certification, ils vont avoir un partenaire, par exemple un promoteur immobilier, et ils vont vendre du Pinel à tire-larigot. Moi, alors, ils ont le titre conseiller en gestion de patrimoine, mais pour moi, c'est pas vraiment être conseiller en gestion de patrimoine. Vous vendez qu'un produit, le Pinel. Il faut aussi une forte autonomie financière afin d'exercer ce métier pour rendre service aux clients et leur proposer une solution qui cadre exactement avec leurs besoins et de manière totalement désintéressée avec les commissions du conseiller. Hein, on parle bien de conseil en gestion de patrimoine et non pas de vendeur. Hein, il faut pas. Alors, les vendeurs de Pinel ou autres, ils ont le titre de conseiller, ils sont passés un examen, mais ça reste des vendeurs. Pour moi, pour être un réel conseiller en gestion de patrimoine, il faut avoir toutes les certifications que je mentionne et au moins une dizaine de partenaires afin d'être crédible aux yeux du client et proposer des choses diversifiées. Autre qualité, il faut une très grande rigueur pour accompagner les clients dans la mise en place des solutions proposées et l'accompagnement dans le temps. Hein. Il ne s'agit pas juste de, voilà, de présenter un produit et puis de dire au client, bah, débrouillez-vous avec, signez là et basta. Il faut les aider. Il y a tout un tas de formulaires administratifs à remplir. Il y a l'accompagnement dans l'obtention des pièces jointes, des pièces justificatives. Il faut parfois défendre le dossier auprès de l'organisme de financement, du partenaire. Et ensuite, une fois que le client a souscrit dans le produit, on l'accompagne. Moi, le but, c'est de l'accompagner. C'est de faire un point avec le client tous les mois, tous les 3 mois, enfin, ça dépend hein, de la périodicité. Et puis, au minimum, l'accompagner dans la déclaration fiscale. Hein. Puisque moi, justement, j'ai cette force, c'est que je suis très rigoureux dans les déclarations fiscales. Ça c'est quelque chose qui est important quand on est conseiller en gestion de patrimoine. Et aussi, quand on fait investir un client dans une solution, une stratégie, il faut penser aussi à déboucler la stratégie. Hein. Quand on investit dans un produit, dans 99% des cas, le produit, on en sort. On le déboucle, on le revend. Et un bon conseiller en gestion de patrimoine doit aussi accompagner son client dans la sortie du produit. Et enfin, il faut une énorme puissance de travail et une grande disponibilité pour répondre aux clients à toute heure du jour, de la nuit, week-end compris. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, ça me passionne. Moi, je peux très très bien, quelqu'un qui a une question qui tourne autour de la finance, de l'immobilier, de la fiscalité, ben moi, ça ne me dérange pas de passer 1 heure ou 2 heures, même dans mon week-end,
pour répondre à cette question. Donc ça c'est une qualité que, par exemple, beaucoup de métiers, voilà, vous travaillez de 9 heures à 17 heures, et puis après, vous rentrez chez vous, et puis c'est fini. Voilà. La gestion de patrimoine, c'est un métier qui demande beaucoup de disponibilité. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Alors, pour celles et ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur le développement de cette activité, qui peut rendre service à un grand nombre de personnes, hein, ayant un patrimoine qui va de quelques centaines d'euros, hein, il n'y a pas besoin, pour être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine, il n'y a pas besoin d'avoir des milliards, hein. Quelques centaines d'euros, ça suffit pour commencer un processus de création patrimoniale à plusieurs millions d'euros, évidemment, hein. Il y a des solutions que je propose, que je préconise, qui peuvent s'adresser à des personnes qui sont multimillionnaires, hein, je ne les exclus pas. Ben, si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous pour un live le mardi 11 avril à 20 heures. Alors, j'ai fait exprès de prendre un mardi parce que souvent, les personnes ont plus de disponibilité un mardi soir, et 20 heures, c'est afin de permettre à toutes les personnes, à toutes celles et ceux qui ont qui ont un métier, souvent où on travaille de jour, hein, de pouvoir suivre tranquillement la conférence. Alors, le live sera privé, attention, très important, il sera privé et ne sera ni publié sur ma chaîne, ni diffusé en replay. Alors, j'évoquerai plus en détail l'actualité financière et les opportunités du moment, et je parlerai aussi, je serai peut-être amené à donner des noms. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je fais mes vidéos sur cette chaîne, je ne cite absolument pas le nom d'une banque, le nom d'une compagnie d'assurance, le nom d'un employeur, ce qui est normal, c'est public, ce sont des vidéos publiques, je respecte l'intégrité, voilà, le secret professionnel. Là, ça va être un live en comité, donc les personnes voilà, sont invitées, qui ne sera pas publié. Donc là encore, les personnes qui souhaitent participer, je vous demande vraiment ardemment de garder ça pour vous, de ne pas publier, de ne pas enregistrer, publier la vidéo. C'est quelque chose de confidentiel, de privé. Ça, c'est vraiment important d'un point de vue juridique. Alors, l'inscription, elle est obligatoire et gratuite via le lien suivant. Donc, vous le voyez ici. Alors, je le mets aussi en bas de la vidéo, hein. Vous cliquez dessus, il y aura un lien, vous le copiez, ce qui vous permet d'avoir accès à cet événement et de vous enregistrer. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, ça peut paraître sortir comme un chapeau, mais c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très, très, très longtemps. Mais vous voyez, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à ça. Il a fallu bah, déjà que je m'entoure de partenaires solides, hein, parce qu'évidemment, quand je propose une stratégie patrimoniale à quelqu'un, bah derrière, voilà, il faut après que je me rapproche d'une banque, d'une compagnie d'assurance, d'un promoteur, etc., etc. Donc, il a fallu convaincre un grand nombre de partenaires, donc utiliser mon expérience pour convaincre ces partenaires de m'accompagner, de, finalement, de les convaincre que je suis crédible pour, pour qu'ils me fassent confiance, donc les partenaires, construire une autonomie financière, alors à défaut d'être totalement libre financièrement, mais au moment où je vous parle, j'ai déjà un patrimoine conséquent, hein, j'ai pu mettre pas mal de billes de côté, diversifier dans un très grand nombre de classes d'actifs, hein, puisque j'ai investi, j'ai deux Pinel, j'ai beaucoup de SCPI, j'ai de l'assurance vie, j'ai du Girardin, enfin j'ai énormément, énormément de produits, hein, moi-même, qui m'ont permis de d'augmenter ma surface patrimoniale. Ça a mis des années et des années. Mais au moment où je vous parle, aujourd'hui, j'ai une, une stature patrimoniale suffisamment solide pour vous conseiller, pour conseiller les clients sans être obligé de courir après la commission, sans être obligé de courir après le produit qui va forcément m'amener de la commission. Je suis suffisamment confortable financièrement pour ne pas avoir sans arrêt en tête le besoin de faire de la commission. J'ai déjà, voilà, j'ai beaucoup de sources de revenus complémentaires, j'ai plus besoin de ça. Je ne voulais pas, c'était un choix personnel, je ne voulais pas me lancer en gestion de patrimoine en me disant comment je vais faire pour finir le mois. Parce que forcément, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez conseiller plus les clients dans votre intérêt pour qu'ils souscrivent des solutions dans votre intérêt à vous pour avoir de l'argent plutôt que dans l'intérêt des clients. Et donc moi, j'ai fait exprès de temporiser de manière à être suffisamment solide financièrement pour proposer des solutions sans arrière-pensée en matière de commission.
Et enfin, bah, vous avez vu, il faut du temps pour se former et passer les certifications. J'ai de très bonnes connaissances sur les marchés financiers, c'est ce que les gens disent de moi en tout cas, sur les marchés immobiliers. Par contre, hein, les connaissances, les compétences n'empêchent pas de devoir passer des diplômes. Et donc, il y a les 4 certifications à passer. Et c'est pareil, bah, j'ai dû potasser parce que vous avez de la fiscalité, vous avez du droit, il y a énormément de connaissances à avoir, qui ne sont pas des connaissances que j'ai l'habitude de manipuler tous les jours. Donc, j'ai dû passer des examens pour valider ces 4 certifications agréées par la Banque de France. Vous voyez, ça fait énormément de travail à faire. Donc, c'est pour ça que je ne vous en parle que maintenant. Et voilà. Donc, en tout cas, moi, j'étais ravi de partager, de faire ce petit partage d'événements avec vous. Voilà, donc moi, je vais vous donner rendez-vous le mardi 11 avril à 20 h. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo. Et donc, évidemment, donc, il n'y a pas grand-chose à rentrer, hein. Vous rentrez votre nom, votre prénom, votre profession, votre mail, votre numéro de téléphone. Et suite à ça, vous recevrez le lien, l'invitation, le lien avec l'événement donc, qui commencera le mardi 11 avril à 20 h. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, moi, j'ai été ravi de partager bah, cet événement important de ma vie, hein, qui peut paraître tomber comme un cheveu sur la soupe. Alors, certains qui me connaissent savent que ça faisait déjà quelques mois que, voilà, que j'avançais hein, dans la gestion de patrimoine. Et voilà, je me permets maintenant de rendre ça public pour justement partager ça plus avec vous. Alors, durant cette conférence, j'évoquerai quelques opportunités de marché plus précises cette fois-ci, des conseils. Là, il s'agit clairement de conseils en investissement. Tout le monde n'est pas habilité à faire ça. Moi, j'ai les titres pour le faire. Donc, je le ferai, mais je ne peux le faire qu'en comité privé. Je ne peux pas dispenser de conseils en public. L'AMF, c'est interdit par l'AMF, par la Banque de France, c'est interdit. Donc c'est pour ça que je le ferai que en privé, avec un nombre de personnes qui, bah, qui répondront à cette invitation. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Et en attendant le mardi 11 avril, je vous donnerai dans tous les cas rendez-vous pour un prochain point de marché dans 5 jours. D'ici là, prenez bien soin de vous et à bientôt. Salut tout le monde.